Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Président Rasbin pour son invitation et l'organisation de cet événement essentiel consacré à la défense des droits humains. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui après ces interventions riches et éclairantes. Mon intervention s'inscrit dans cette dynamique avec un focus particulier sur la situation en Afghanistan, où les droits humains sont continuellement bafoués et où la lutte pour leur respect reste une urgence absolue. Le titre de mon intervention est « Des centres de torture aux salles de classe, rompre le cycle de la violence perpétuelle en Afghanistan ». Un titre qui reflète à la fois l'histoire tragique de mon pays natal et l'espoir que nous pouvons encore bâtir dans un avenir différent. Le monde change, de nouveaux leaders émergent. Aujourd'hui, je suis devant vous avec la conviction de défendre les droits humains. Et je suis sûr que défendre les droits humains, ce n'est pas simplement parler, c'est agir, c'est dénoncer et aussi proposer une vision. Trop souvent, dans des salles feutrées, les droits humains deviennent une abstraction, une idée théorique, mais pour moi et pour mon peuple, ils sont une lutte quotidienne, une question de survie. Je suis un homme afghan, franco-afghan, musulman, un survivant, et j'ai traversé l'exil, une route où tant d'autres ont péri. J'ai survécu à 3 tentatives d'assassinat par les talibans, dont les blessures restent visibles dans ma chair et invisibles dans mon âme. J'aurais pu répondre à cette violence par la violence. J'aurais pu lever une milice, envahir une vallée ou me perdre dans un cycle de vengeance. Mais j'ai choisi une autre voie. J'ai choisi de bâtir et de fonder et pas de détruire. J'ai fondé l'Afghan Peace Dialogue pour défendre un avenir où les armes sont remplacées par des outils d'éducation, où la haine cède à la place à l'espoir. Le cycle de la violence a un héritage toxique. L'Afghanistan est un pays où chaque génération hérite malheureusement des cicatrices de la précédente. La violence n'est pas seulement physique, elle est systématique, enracinée dans nos institutions, dans nos familles et dans nos mémoires collectives. Des lieux comme Guantanamo ou la prison de Bagram symbolisent ce système. Là-bas, des Afghans souvent arrêtés sans preuve ont été torturés, humiliés et privés de toute humanité. Je pense à Dilavar, ce chauffeur de taxi mort sous la torture. Et puis il y a des tragédies silencieuses. Des pères tués devant leurs enfants, des enfants massacrés sous les yeux de leurs parents, brisant des familles à jamais. Ces pratiques ont nourri la haine, renforcé le recrutement des talibans et sapé la crédibilité des puissances occidentales qui se proclament défenseurs des droits humains. On ne peut rompre ce cycle sans le reconnaître. Dire la vérité, ces atrocités n'est pas une faiblesse, c'est une nécessité pour construire un avenir différent. Des femmes oubliées et des promesses brisées. Depuis plus de 20 ans, l'Occident a fait des droits des femmes afghanes une vitrine de sa politique. Cette lutte est cruciale et comme beaucoup d'hommes afghans, j'en suis un acteur quotidien. Mais soyons honnêtes, trop souvent ce combat a servi d'outil de communication politique. Pendant 20 ans, l'Occident a promis aux femmes afghanes la liberté, l'éducation et tant d'autres choses qui semblaient être à portée de main.
Pourtant, ces promesses se sont effondrées en août 2021. À l'aéroport de Kaboul, quand les talibans criaient à ces femmes terrifiées « Vos grands amis vous ont abandonné, rentrez chez vous ». Aujourd'hui, ces femmes sont oubliées. Je pense à Parwana Ibrahim Khel et Parissa Azada, toutes deux amies et membres de mon mouvement, ont été arrêtées par les talibans. Parwana a été détenue et torturée avant son évacuation d'Afghanistan, tandis que Parissa est bloquée encore au Pakistan. Poursuivant son combat avec un courage inébranlable, et ils ne sont pas seuls. Tant d'autres femmes comme Manija Siddiqui ont subi l'arrestation, la torture et des persécutions inimaginables. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est effrayant. Juste pour avoir osé rêver d'un avenir libre, les militantes que l'on voyait sur CNN ou BFM en 2021 sont aujourd'hui livrées à elles-mêmes et nous, politiques afghans, devons souvent nous battre seuls pour obtenir des visas, des refuges ou simplement des réponses. Mais cette focalisation exclusive sur les femmes masque d'autres tragédies, malheureusement. Les persécutions systématiques contre les Hazaras, les Sikhs et d'autres minorités religieuses souvent ciblées par des groupes extrémistes tels que Daesh. Les exécutions publiques et les châtiments corporels tels que la lapidation pratiquée par les talibans instaurent un climat de terreur et répression généralisée. À cela s'ajoute la suppression brutale de la liberté d'expression, marquée par des arrestations arbitraires, des aspirations, des disparitions forcées et des actes de torture visant ceux qui osent critiquer le régime, réduisant au silence toute voix dissidente. L'expansion des chefs de guerre financés par des puissances étrangères, opérant parfois en collaboration avec des réseaux terroristes comme Al-Qaïda ou de Daesh, perpétuant un cycle sans fin d'enfants de soldats et de nouvelles violences. Pour briser ce cycle de violence, il faut une vision audacieuse et inclusive. Rompre ce cycle demande plus que d'un changement de discours. Cela exige des actions radicales et inclusives. L'éducation est une priorité. Soutenir les écoles clandestines, les réseaux d'éducation en ligne et garantir un avenir aux jeunes filles de la diaspora afghane. La justice transitionnelle est essentielle. Toutes les victimes doivent être reconnues, qu'elles soient hommes, femmes ou enfants, issus de toutes les ethnies et religions. Toutes les négociations concernant l'avenir de l'Afghanistan doivent inclure la diaspora, les minorités et surtout les femmes. Ces discussions ne peuvent se faire sans le peuple afghan, car l'histoire a prouvé qu'imposer des solutions extérieures ne conduit qu'à de nouvelles tragédies. Un appel à la communauté internationale. À la communauté internationale, je dis ceci. Arrêtez de traiter l'Afghanistan comme un champ de bataille ou une zone d'expérimentation. Vous avez parlé tout à l'heure des armes. Le bombe-mer, pour la première fois, a été utilisé en Afghanistan. Juste pour expérimentation, ça a détruit tout un village entier. Et voyez-nous comme un peuple qui aspire à la dignité. Respectez vos engagements envers les réfugiés. Trop d'Afghans meurent dans des camps ou des frontières, perçus comme des menaces, au lieu d'être accueillis comme des victimes. Et à mes compatriotes, je dis,
transformons les centres de torture en salles de classe, les armes en outils d'éducation et l'apport en espoir. En conclusion, défendre les droits humains en Afghanistan exige un immense courage. Défendre les droits humains en Afghanistan, c'est accepter de vivre dans l'incertitude, parfois dans la peur, mais c'est aussi embrasser une vision audacieuse, où justice et éducation remplacent violence et ignorance. Aux talibans, je dis, mon discours de paix est un défi à votre vision de pouvoir. Négocier sans armes, avec courage et vérité, est la seule voie vers un avenir inclusif. Le monde change, nous voulons être de ceux qui le façonnent, pas de ceux qui le subissent. Merci beaucoup pour votre attention.